Alors on enchaîne tout de suite avec la conférence suivante. J'étais sur Internet quand j'ai rencontré un article très intéressant sur un anthropologue des techniques en santé. Je me suis dit, qu'est-ce qu'un anthropologue vient faire dans notre domaine du santé numérique? Merci d'accueillir Maxime Derian. Ok. D'accord. Bon, merci beaucoup de m'accueillir ici. Oui, anthropologue des techniques. L'anthropologie, en fait, c'est surtout s'intéresser à l'humain et s'intéresser notamment par le biais de l'outil. Pour faire très rapidement, la sociologie, on s'intéresse aux humains vivants. L'anthropologue s'intéresse aussi aux personnes de la préhistoire, donc les choses qui sont arrivées avant, avec des personnes mortes. Donc du coup, l'objet technique est très important dans l'anthropologie. Et du coup, la rupture technologique actuelle du numérique fait que ça renouvelle beaucoup les recherches en anthropologie. Euh, je commence juste avec, par rapport à ce qui a été dit précédemment sur un peu le bouleversement économique actuel. En fait... il y a au niveau anthropologique global quelque chose qui peut tempérer le déferlement des objets techniques numériques actuels. C'est aussi la question des matières premières et la question des ressources agricoles et du coup la raréfaction de tout ce qui nous permet de fabriquer nos objets. Donc on va espérer pouvoir continuer à avoir de l'énergie et pouvoir avoir du fer et des métaux, etc. etc. Mais à moyen terme, dans quelques décennies, voire un peu plus, ou dans ces eaux-là, on pourrait se retrouver avec une raréfaction globale. Donc du coup, la singularité, etc., c'est une chose, mais il y a aussi la question technique très concrète des choses qui nous servent à faire nos objets. Enfin, voilà. Je ne suis pas du tout venu là vous parler de ça. Donc je veux vous parler des pratiques du do-it-yourself et de la recherche et développement innovation. Donc bien sûr, je suis face à plein de personnes qui ont tous des profils très différents, donc je ne sais pas sur quel pied danser, je vous avoue. Mais donc je vais vous présenter ma conférence d'aujourd'hui qui commence avec cette image en fait d'une entreprise qui s'appelle Custo Prothétique qui elle vise à en fait permettre aux personnes qui portent des prothèses de membres de se réapproprier leurs prothèses en ayant autre chose qu'un truc tout triste comme c'est un peu fut le cas avec Apple qui a changé vraiment la donne des PC. Les PC étaient gris, pas très jolis, et Apple a proposé des PC beaucoup plus design. Et ben Custo Prosthétique propose des prothèses, mais en plus permet par exemple de les customiser de manière un petit peu sympathique. Alors, par exemple les tatouages. Donc voilà, c'est un petit peu cette image que j'ai prise pour illustrer la question à la fois de la recherche, développement, innovation, donc qui a des débouchés économiques, et en même temps le do-it-yourself, c'est-à-dire un peu le bricolage. Alors donc je vais vous parler donc des dispositifs médicaux, donc puisqu'on parle du secteur de la santé, puis ensuite de la question des différentes approches et financements dans l'innovation. Donc bien sûr au niveau financement, ce ne sera pas de l'économie pure, c'est plus une vision un petit peu plus globale des comportements, des usages. Donc la définition officielle de l'OMS, je commence par une définition parce que la définition de l'OMS, de la santé, en fait, c'est vraiment l'idée d'un complet bien-être. Donc ça veut dire que c'est pas uniquement guérir les maladies, c'est aussi s'épanouir. Donc du coup, le concept de santé est très large et permet en fait d'englober énormément de pratiques, puisque le bien-être, c'est quelque chose de difficile à cerner. Et donc du coup, énormément de pratiques, énormément d'outils, énormément de débouchés techniques, d'objets, de choses à faire en matière de santé. Alors, un exemple très concret de quelque chose qui s'est extrêmement disséminé, c'est voilà, le pacemaker. Un pacemaker classique, sans ses sondes, donc bien sûr fabriqué par des labos pharmaceutiques, avec des algorithmes brevetés, etc. Donc c'est de la RDI, recherche et développement, innovation mature. Mais initialement, ça a été du bidouillage, du bricolage. Donc là, j'ai une photo de Senning, Elmquist et Larsson, qui étaient donc les personnes qui ont donc Senning et Elmquist ont inventé le pacemaker et l'ont mis sur Arne Larsson qui a vécu longtemps grâce à cela. Donc en 58, bien sûr, il n'y avait pas de cadre pour les implants numériques, il n'y avait pas de cadre pour tout ça. Il y avait quand même un cadre médical, il fallait quand même pas tuer Larsson, et ce qui n'a pas été le cas, donc ça a fonctionné. C'est aussi intéressant de voir que ça a d'abord été testé sur l'homme avant d'être testé sur animaux, c'est assez rare. Donc voilà, il y a eu un petit côté innovation et depuis les pacemakers sont distribués en millions d'exemplaires et sont devenus quelque chose qui fonctionne. Bon, il y a une nouvelle évolution dans le pacemaker
de relocalisation du système, etc., dont je ne parlerai pas actuellement. Mais à la base, voilà, il y a eu un bricolage. Il y a eu un bricolage qui répondait à une attente. C'était de soigner M. Larson. Puisqu'en fait, c'est ça, s'il y avait bien un besoin de départ, au départ, qui n'était pas encore satisfait. Alors, donc, ça a donné place à de la science, ça s'est institutionnalisé, c'est devenu compatible avec INSERM Transfert et compagnie, j'imagine. Voilà. Donc, on va trouver d'autres besoins. Par exemple, la question de la génésie. J'ai travaillé pour le CNRS sur la génésie, donc c'est la question d'une naissance avec un membre différent. Donc, c'est-à-dire, l'enfant naît avec une main ou un pied formés différemment. Et du coup, la question se pose de voir si on va mettre ou pas une prothèse. Alors c'est intéressant, là où la sociologie et l'anthropologie sont intéressantes, et la psychologie, c'est intéressant de voir ce que veulent les gens. Parce que souvent, en fait, on a tendance à, quand on veut créer un système, soit on imagine un utilisateur qui sera un alter ego, ça va être la même personne que nous, qui a les mêmes besoins que nous, soit on va fantasmer un utilisateur idéal. Alors l'intérêt de la sociologie et de la psychologie, c'est d'aller voir vraiment les utilisateurs, de voir les profils différents. Donc on peut voir par exemple on a pu voir qu'il y a des gens qui ne veulent pas de prothèses, d'autres qui en veulent. Certains veulent des prothèses esthétiques, d'autres veulent des prothèses mécaniques, d'autres des prothèses myoélectriques, etc. Donc voilà, face à ça, on va avoir toute une gamme de choses qui sont aussi de manière maintenant institutionnelle. Donc c'est des produits Autoboc, je n'ai pas indiqué. Donc voilà, des côtés esthétiques, ça permet d'avoir des prothèses de pied. Alors, ça a différentes applications, voilà. Mais à la base, initialement, il y a très longtemps, on était encore dans le bricolage aussi. Donc, par exemple, il y a Ambroise Paré, ça c'est une main allemande, mais dès 1601, on avait les premières prothèses de mains de fer, et on a la plus vieille prothèse, date d'environ 800 avant Jésus-Christ, pour réparer l'orteil d'une femme égyptienne. Quand je montre la prothèse de main de 1600, c'est qu'à l'époque aussi, il y avait la main du riche et la main du pauvre. Et c'est intéressant de voir que la jambe de bois, le crochet, c'était plutôt rudimentaire. Et les nobles, là, c'était la main d'un noble allemand qui pouvait avoir quelque chose de beaucoup plus ouvragé. Alors, par contre, les dispositifs médicaux ne sont pas des produits comme les autres. Donc, on l'a vu, il y a un régime juridique particulier. Donc, peut-être que ce régime juridique va voler en éclats dans les années à venir, peut-être, effectivement, mais pour l'instant, il est encore applicable. Donc, c'est une mise en garde, enfin plutôt une réflexion sur le fait qu'il faut, bien sûr, il y a une fougue à vouloir inventer des objets nouveaux, mais il faut toujours un peu tenir compte du cadre réglementaire lié aux dispositifs médicaux, puisque souvent, notamment tout ce qui est implanté, c'est draconien. Donc là, je vous épargne la législation, mais en gros, il y a des choses qui ne sont pas implantées, comme les préservatifs, des gants qui vont servir dans les actes médicaux et donc qui sont soumis à une non-toxicité, etc. Mais c'est beaucoup moins drastique que les choses qui sont implantées, comme les prothèses, les dispositifs médicaux implantables actifs. Donc c'est pour ça que c'est dur aussi de faire du do-it-yourself sur les implants. Alors bien sûr, on peut s'implanter des choses un peu à l'arrache, c'est possible, mais ensuite on ne peut pas proposer à tout le monde de s'implanter des trucs un peu à l'arrache et on va voir. Du coup, dans le bricolage, tout ce qui est non détachable, donc l'usage de smartphones, de tablettes, d'objets connectés non implantés, c'est une voie qui est beaucoup plus facile. La voie des implants est beaucoup plus ardue parce que c'est beaucoup plus réglementé à cause de l'infection, à cause de plein de facteurs. Donc voilà, donc le cadre réglementaire existe encore et il est contraignant. Alors voilà, donc par exemple en matière d'innovation, énormément de personnes sont diabétiques, donc du coup c'est un marché potentiel du point de vue économique. Du point de vue humain, c'est un besoin, puisqu'il y a plein de gens diabétiques qui passent beaucoup de temps à s'occuper de leur diabète. Quand on est diabétique, une déclaration qui m'a été faite, c'est que on devient un expert de sa maladie, on passe son temps à y penser en fait, et ça prend beaucoup de temps, c'est chronophage, c'est casse-pied. Et du coup, différentes possibilités existent pour aider les diabétiques. Alors, la pompe à insuline, alors c'est un peu difficile, j'ai mis ce schéma parce que c'est un peu difficile de comprendre ce que serait un pancréas artificiel puisqu'il y a plusieurs composants. Mais en gros, il y a un site qui va détecter, il y a un objet qui va délivrer du médicament et ça doit être très précis et adapté puisque si trop d'insuline est délivrée, ça peut tuer. Et si pas assez d'insuline est délivrée, à moyen terme, ça va provoquer des gros dommages.
Donc du coup, faire un système numérique qui va calculer le taux de glucose dans le sang, puis délivrer l'insuline, c'est quelque chose de très délicat. Plusieurs approches existent et je vous les présente à l'instant rapidement. En fait, bon, Diabeloop, j'ai mis Eric Renard puisque ça fait 10 ans quand même qu'il a porté le projet. Maintenant, il y en a beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent dessus. C'est de Montpellier, CHU de Montpellier. Donc, Diabeloop, c'est très intéressant parce qu'il s'agit d'un outil. Donc, ce n'est pas un smartphone parce qu'il n'est pas connecté, puisqu'il s'agit de ne pas se faire pirater. Mais en fait, c'est un dispositif qui va permettre de piloter en mode automatique la délivrance de cette insuline. Donc, en ce moment, c'est testé dans de nombreux CHU. C'est un partenariat public-privé, il y a une start-up qui a été montée, etc. Donc, ça fait déjà, je vous ai dit, ça fait déjà 10 ans que c'est commencé. On est en 2017, c'était en 2007 que ça a commencé, un peu plus tôt peut-être. Et du coup, voilà, 10 ans, c'est énorme. Pendant ce temps-là, 10 ans de personnes diabétiques n'ont pas pu encore utiliser ce système. Mais je le répète, en cas d'erreur du système, ça peut tuer. Donc là, c'est une question de vie ou de mort. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tests. Mais des gens ne veulent pas attendre et proposent en fait des pancréas artificiels en open source. Là, on est dans le do-it-yourself, puisque donc là, c'est le projet, oh ça se voit mal, mais c'est Open Apps, qui propose un écosystème open source qui permettrait éventuellement d'interfacer donc le glucomètre, la pompe à insuline, pour permettre à des personnes de faire eux-mêmes leur pancréas artificiel. Oui et non, en fait, c'est toujours le côté de pionniers qui peuvent arriver à quelque chose de super, comme il peut y avoir des grosses prises de risques. En tout cas, ça existe. Donc, le premier exemple Diabeloop que je vous présente, 10 ans d'expérimentation dans de nombreux hôpitaux, etc. Là, c'est des recettes qui peuvent fonctionner, mais qui sont faites individuellement. Donc, du coup, les deux approches sont complémentaires, mais sont très différentes. Alors, du coup, il y a différents modes de financement, de gestion d'innovation. Donc, on a la R&D publique qui mène à... Je vais être d'accord avec la personne précédente qui... En gros, on a des idées, on a des choses super intéressantes, mais après, le passage à l'industrialisation, à la vente, ne se fait souvent pas en France. C'est regrettable. Donc, la R&D publique est excellente, par exemple, pour la France, mais malheureusement, parfois, ne débouche pas assez à des choses qui pourraient être vraiment plus vite dans les étagères. La R&D innovation, donc quand on dit innovation, c'est qu'on arrive sur un produit concret et qu'on va pouvoir vendre et pouvoir écouler. Donc le public-privé, bon, bah ça marche plutôt bien. Il y a aussi la R&D innovation uniquement privée, qui est souvent très intéressant, notamment dans le milieu d'informatique, hein, puisque beaucoup d'avancées au niveau des outils informatiques viennent directement, sont financées par Microsoft, Intel, etc. On l'a dit juste avant. Puis il y a le crowdfunding aussi qui peut être une alternative pour les personnes qui ne sont pas un grand groupe industriel et qui veulent lancer une initiative. Donc depuis quelques temps, je n'ai pas bien approfondi, mais il y a des choses comme WeFunder qui permettent d'être en quelque sorte du crowdfunding business angel, c'est-à-dire qu'on peut avoir de l'argent en crowdfunding avec acheter des parts d'une entreprise naissante. Faut voir, mais en tout cas ça existe. Il y a le crowdfunding traditionnel, Kickstarter, Ulule et compagnie, qui peut servir de moteur. On l'a vu que pour Oculus Rift, qui n'est pas dans le secteur de la santé, mais quand même dans les lunettes de réalité virtuelle, eh bien quand même ça a marché. Après il y a le pur libre, et puis le pur do-it-yourself dans le garage, tranquille. Alors, l'intérêt de l'innovation, c'est en matière de santé, permettre d'avoir une meilleure santé pour les personnes, les économies budgétaires pour les États, on l'a vu pour les radios ou pour le transfert d'informations, visiblement, effectivement, quand on a des serveurs qui coûtent moins cher, ça coûte moins cher à la collectivité. Mais après, les acteurs ont des intérêts différents, hein. Une entreprise a besoin d'un retour sur investissement, forcément. L'accès aux soins, donc dans les pays émergents ou même chez nous. Et puis il y a aussi des choses plus philosophiques comme la question de l'autonomie, être acteur de sa thérapie. Donc c'est un peu moins la mode, mais il y a le grand buzzword empowerment. Le patient devient le responsable, l'acteur, etc. Parfois c'est stressant pour certains patients qui n'ont pas forcément envie d'être empowermentés parce qu'ils sont face à des choix en fait aussi. Et les choix parfois peuvent être stressants. Mais l'empowerment c'est quand même quelque chose d'important puisque prendre ces choses... Ne pas toujours attendre qu'une administration prenne les choses en charge, se prendre en charge soi-même, c'est l'autonomie. Il y a une question philosophique. Et puis, la question des prix, réduction des prix et l'attente. Parce que c'est ça aussi qui permet de faire des démarches d'open source, etc. C'est parce qu'il faut attendre.
quand il faut attendre 10 ans, 15 ans. Dans le matière, par exemple, du cardiaque, certaines innovations, c'est pour sauver tout de suite, maintenant, quelqu'un. Parce que son cœur ne fonctionne plus correctement. Alors s'il faut attendre 10 ans que le truc soit validé, la personne sera morte d'ici là. Donc du coup, certaines personnes vont avoir envie de chanter, de court-circuiter les délais et d'aller plus vite. Et c'est légitime. L'exemple du synchronisateur cardiaque, c'est un exemple regrettable, intéressant. C'est Philippe Ritter qui a inventé ça. Donc c'est le président de CardioSteam, c'est un des personnes un médecin qui s'occupe de l'association de rythmologie, donc de port de pacemaker, de pose de pacemaker, etc. Il a inventé un système de resynchronisation cardiaque. Je vous épargne les détails, mais c'est un pacemaker amélioré pour sauver un de ses patients. Et en fait, le temps que ça prenait en France, c'était trop long. Du coup, il l'a vendu aux États-Unis et il a fini par l'acheter à un groupe américain, sa propre invention. Ça arrive, voilà. Et il était navré pour ça, mais il voulait que les patients l'aient le plus vite possible, le plus vite possible dans une certaine mesure, mais là, c'était trop long. Donc voilà, donc il y a des questions comme ça qui sont gênantes parce que la régulation est importante, mais la régulation retarde. Je ne vais pas trancher aujourd'hui, mais en tout cas, l'attente, c'est un délai, c'est parfois aussi important que le prix. Hein. Alors, le do-it-yourself, j'ai pris cette expression-là parce que ça me paraissait approprié. Le do-it-yourself, pour faire très vite, ça a commencé en 68. C'est un petit peu l'idée de faire les choses par soi-même. Donc, le Warhorse Catalogue de Stewart Brown, c'était l'idée des bons conseils, des bonnes idées, etc., qui on dit que c'est l'origine du web, non pas au niveau technique, puisque ça c'est Berners-Lee, mais l'origine du contenu du web, en fait. L'idée de mettre juxtaposé un patchwork de choses. Le do-it-yourself, c'est clairement dans le mouvement punk, donc on a cité les punks justement précédemment. Là, il y a une image un peu enjolivée de Jello Biafra, des Dead Kennedys, qui disait « Don't hate the media, become the media », et c'est devenu le motto de Indie Media. Le do-it-yourself, c'est un courant punk, c'est l'idée, voilà, des collages, on récupère, on crée par soi-même. Voilà, ça a des fondements idéologiques anarchistes, anticonsuméristes. Et ensuite, ça a pris des proportions Silicon Vallesques, donc notamment avec des gens comme Timothy Leary, paix à son âme, qui était un des gourous de la Silicon Valley à une époque. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette personne très intéressante, mais du coup qui a anticipé le mouvement cyberpunk notamment. Donc le cyberpunk, c'est le côté punk, mais adapté aux technologies, donc technophile. Donc on garde un peu le côté faire tout par soi-même, mais on utilise l'électronique, etc. Donc le hacking, le détournement d'usage pour créer des nouveaux usages. Donc l'anarchie, voilà, et aussi va très bien avec aussi l'idée libertarienne, donc relativement individualiste d'épanouissement personnel à tout prix, et donc du coup, y compris par la technologie ou par une forme de néo-féodalisme. C'est-à-dire que certaines entreprises, comme les GAFA, effectivement, pour assurer le pouvoir de leurs dirigeants, mettent en place socialement presque une forme de néo-féodalisme. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a donc dans cette idée cyberpunk des espoirs énormes. On a cité Kurzweil et donc la singularité. Voilà, on veut jusqu'à l'éternel, la vie éternelle, pourquoi pas, aux 1000 ans, tous milliardaires. Effectivement, c'est une chose possible peut-être, mais il y a des choses très concrètes dans cette idéologie-là, comme Apple. Voilà, j'ai juste mis Apple, voilà, où tout le monde connaît l'histoire d'Apple, tout le monde connaît l'histoire du garage, de l'Apple II, de l'Apple I, etc., de Wozniak et de Jobs. D'ailleurs, Steve Jobs est mort quasiment comme un technopape, hein, et quand il est mort, il était devenu un des leaders hyper importants qui a encore même je vois des logos Apple devant moi, donc voilà, et je suis sur un Apple. Voilà, respect. Donc du garage, on arrive à des choses extrêmement performantes. Le garage, il ne faut pas être dévalorisant. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis Apple. Parce que ça commence dans un garage avec un ordinateur en bois, avec des composants achetés à l'arrache, et on finit par des choses très très bien. Voilà, donc là, l'innovation concrétisée, je prends la robotique médicale. Voilà, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui en jette, et qui a commencé probablement aussi dans un laboratoire, dans un garage, ou d'une manière ou d'une autre, peut-être pas dans un garage privatif, mais c'est clairement au départ une idée initiale qui a ensuite été concrétisée. Alors la fiabilité et la sécurité, c'est quelque chose d'absolument hyper important forcément pour la santé. Il ne s'agit pas de tuer les utilisateurs, c'est contre-productif pour tout le monde. Des problèmes peuvent arriver, par exemple, Diabeloop a rencontré des problèmes, c'est par exemple quand le glucomètre, s'il y a une infection dans le site du glucomètre, l'infection peut créer des données aberrantes. Et du coup, le glucomètre commence à partir
en vrille et donner des informations fausses qui vont délivrer trop d'insuline, par exemple. Donc voilà, la question de... Donc il fallait bien gérer ça, donc ils font extrêmement attention à la sécurité. C'est un exemple que je prends. Ok, la sécurité, la fiabilité, c'est évident. Mais il faut aussi penser au suivi après-vente. Alors quand je dis après-vente, c'est aussi prouver l'utilité du dispositif, montrer qu'il sert à quelque chose. Il y a toujours une phase d'adaptation pour une personne qui va utiliser le nouveau dispositif où il va perdre du temps. Donc là, on élude ça. Mais au bout d'un moment, au bout de quelques temps, je ne sais pas, que ça dépend de chaque affection, il faut prouver que ça sert à quelque chose. C'est comme ça qu'on peut avoir des remboursements, des validations, des autorisations, etc. Et ça, peut-être qu'on l'oublie en amont quand on fabrique quelque chose d'innovant. On oublie peut-être qu'il va falloir prouver sur du moyen ou du long terme que ça apporte quelque chose en différentes manières. Donc, pensez au suivi après-vente. Cet exemple-là, c'est à Grenoble, au TIMC IMAG, robotique médicale à Grenoble, un labo à la fois CNRS et à la fois CHU. Et INSERM probablement doit être là-dedans, donc je pense qu'il y a INSERM transfert peut-être. Et donc ils ont dû prouver en fait que leur système d'opération de robotique, d'assistance robotique à l'opération servait à quelque chose. C'est-à-dire qu'ils opéraient pour la pose de prothèses de genoux et le robot les aidait le chirurgien à faire une pose très nette. Or, du coup, les patients partaient et ne revenaient plus puisqu'ils n'avaient aucune complication. Parce que ça avait marché. Mais comme ça avait marché, du coup, ils avaient du mal à prouver que leur système fonctionnait. Le suivi, en fait, il faut le penser en amont. Et ils ont mis en place un centre d'investigation clinique pour prouver que justement leur traitement innovant marchait mieux puisqu'il n'y avait quasiment aucune complication. C'est une chose comme ça qui est arrivée sur le tard, qui n'a pas été mis en amont parce qu'elle est arrivée après quand il a fallu prouver que ça marchait trop bien presque. Du coup, il n'y avait pas de complications. Alors, en conclusion, parce qu'il me reste peu de temps, il y a une rupture technologique indéniable avec les outils numériques. Et là, c'est en termes d'anthropologie que je parle, comme je l'ai dit en introduction. On peut trouver des filiations entre la canne, la béquille, entre le couteau préhistorique et le scalpel, etc., etc. Mais le fait de mettre dans des outils une capacité d'automatisation aussi forte, de prise de décision, entre parenthèses, algorithmique, fait que, et un traitement d'information et un stockage d'informations, tout ça, c'est quelque chose qui est une rupture dans l'histoire de l'humanité, carrément, parce que, bon, on a eu l'écriture, ça a été quelque chose d'important, l'outil, etc. Mais c'est que depuis les années 30 qu'on a l'informatique. Et encore, l'informatique est née conceptuellement dans les années 30, et elle est arrivée dans toutes les poches depuis une décennie, en fait, dans toutes les poches. Et du coup, on est en pleine rupture, et du coup, plein d'opportunités. Mais on est des bêta-testeurs maintenant de plein de choses. Et ces ruptures, je prends avec l'exosquelette qui est là, parce que c'est intéressant de voir que c'est plein de choses. C'est au niveau des commandes numériques, au niveau des moteurs aussi. Il faut une moteur qui ont suffisamment de couple pour pouvoir servir à ça. Donc là, c'est un exosquelette qui sert à porter les patients, en fait, puisque notamment, par exemple, on a parlé d'EHPAD, où quand les personnes sont alitées, il faut les porter. Et pour les porter, ça casse le dos des soignants. Et donc, du coup, ce genre d'exosquelette peut servir à aider des soignants pour porter les patients. Il existe des exosquelettes d'autres types pour les munitions, pour charger les munitions dans les bombardiers notamment. Il existe d'autres exosquelettes, mais j'ai choisi celui-là parce qu'il est dans le secteur de la santé. Les exosquelettes pour les patients, est-ce vraiment une priorité? Parce que ça, c'est une chose qui existe, de proposer des exosquelettes pour les patients. Ça a été fait. Mais souvent, quand on rencontre des personnes hémiplégiques, c'est une chose intéressante à dire, c'est que ce n'est pas leur priorité de pouvoir marcher à nouveau. Souvent, c'est parfois, par exemple, des choses auxquelles on ne pense pas, a priori, comme contrôler sa miction, c'est-à-dire l'urine. Parce que les personnes qui sont hémiplégiques ont des problèmes souvent de contrôle de ce niveau-là. Donc voilà, parfois c'est intéressant d'aller voir les acteurs pour voir quelles sont les demandes. Et par contre, pour le personnel soignant, il est clair que ça peut parfois servir d'avoir ce genre de système, s'il fonctionne bien. Alors donc l'innovation actuelle, elle est encore pléthorique. Il y a des choses qui ne marchent pas trop pour l'instant, le cœur artificiel. Il y a des choses qui sont dans les cartons avec les rétines, donc les yeux artificiels. Alors qu'on ne ricane pas sur les yeux artificiels, puisqu'il y a encore quelques décennies, on parlait des implants cochléaires de manière critique, en pensant que ça ne marcherait pas.
Or là, les implants cochléaires fonctionnent très bien maintenant. Donc là, face aux implants rétiniens, donc pour redonner la vision à certains types d'aveugles, le problème de la contrainte technique est que la puce qui est implantée chauffe, donc la rétine est très très fragile. Donc c'est une question. Il y a des pistes qui sont explorées, mais on est en pleine recherche. En bas sera connecté, il alimente en fait une ampoule grâce à son sang. Les systèmes avec les biopiles à glucose pour alimenter en électricité des implants, notamment des implants qui doivent fonctionner sur du très très long terme sans avoir besoin de beaucoup d'électricité. Enfin, donc les nanotechnologies sont là-dedans, je ne vais pas détailler, etc. Les OGM aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont en ce moment faites, mais après, dans les choses extérieures, dans les prothèses, il y a aussi beaucoup de choses possibles, parce qu'il y a beaucoup de types de besoins. Donc là, je n'ai pas mis la photo des prothèses 3D imprimées pour les enfants qui permettent d'avoir une main plus attrayante, une main jouet en quelque sorte pour un enfant qui aurait été amputé ou qui serait né sans bras. On peut lui créer une main ou un bras jouet grâce aux imprimantes 3D, alors qu'autrefois c'était hyper difficile de faire ça sur mesure parce qu'une prothèse coûte très très cher. Très très cher. Les prothèses polydactyles coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein, c'est-à-dire des prothèses bioniques, ça coûte très très cher. Les remboursements, c'est des questions très complexes. Voilà, l'innovation est énorme. Alors, je prends l'idée de Zapata, le Flyboard Air, c'est très récent, c'est cette semaine. Voilà, c'est une invention française. J'ai moi-même du mal à y croire. Je vois le bouffon vert comme dans Spider-Man, c'est-à-dire que c'est une personne qui peut voler en fait sur une planche volante avec des turbines au kérosène. C'est impressionnant. Et depuis la semaine dernière, je crois qu'il est interdit de l'utiliser, y compris sur un terrain privé, parce que des voisins se sont plaints du bruit des turbines quand même, parce qu'il est passé au-dessus de leur propriété. Et du coup, la gendarmerie a pris ses empreintes et le menace de mettre en examen s'il réessaye son outil. L'armée américaine lui a fait déjà une proposition. Ça paraît évident. Si ça peut servir à des soldats d'arriver en haut d'un bâtiment rapidement, par exemple en contexte urbain, j'imagine que l'armée américaine peut être intéressée, mais pas l'armée française, ou peut-être qu'elle l'est, mais en tout cas la gendarmerie bloque. Bref, Zapata, il est dégoûté en fait. Je crois que c'est de la vidéo que j'ai vue. Il était, je crois, dégoûté parce qu'il a inventé un truc qui paraît génial. C'est à la fois un délire de gamin, en même temps ça a des utilités hallucinantes. Mais il y a la question du contexte, il n'a pas prévenu les autorités, etc. Donc ce qui est quand même regrettable, parce que quand on voit que la France a un domaine maritime relativement grand, il serait possible de lui octroyer un petit kilomètre carré ou deux par-ci par-là. Non. Bon, je ne sais pas comment ça va se résoudre, mais voilà. On est face à quelqu'un qui a créé quelque chose et qui se retrouve bloqué par la réglementation. Donc il faut être stratégique. Alors, peut-être que faire exploser le cadre légal, ça peut être souhaitable ou pas. En tout cas, il faut bien faire attention à ce cadre légal ou social. Et donc, c'est pour ça que je conseillerais d'être corsaire et pas pirate. Dans le sens que le pirate, techniquement, pirate maritime de l'époque, avait une vie, en fait, une espérance de vie relativement courte. Parce qu'il se faisait manger par un autre pirate ou par un État, alors que le corsaire avait une longévité plus importante puisqu'il était soutenu par un État, ou toléré en tout cas par certains États. Donc, voilà. Bref, je ne vais pas vous faire l'histoire de la piraterie et des corsaires, mais l'idée c'est que, ok, certes, d'avoir une impulsion créative, le commandement dans la bataille c'est très important, mais il faut aussi vraiment tenir compte des alentours, de l'environnement économique, social, politique, pour éviter des petits problèmes comme ce qu'a rencontré M. Zapata, par exemple. Zapata, pardon. Zapata. Ouais, désolé. C'est un peu un vœu pieux que je vous fais là, évidemment, c'est peut-être une évidence, mais ne pas oublier, parce que souvent, on a l'invention, le savant qui crée, et là, il est dans le Eureka, il veut que ça avance, et il faut aussi, soit une équipe, soit qu'il le fasse lui-même s'il en est capable, anticiper les changements à très court terme. Parce que sinon, il peut y avoir un rejet et un retard de développement ou carrément un arrêt complet de l'innovation, ce qui peut être très dommageable. Alors après, quand ça ne s'arrête pas, donc il me reste 1 minute 16, donc quand ça ne s'arrête pas, ça peut aller très loin. Alors là, je prends SpaceX, donc on n'est plus dans la santé, ça devient presque mystique puisque c'est quasiment le destin de l'humanité. Les fusées réutilisables, des fusées réutilisables comme dans Tintin, oui, en voilà une qui fonctionne, de SpaceX, et avec un business plan qui propose des centaines de milliers à 1 million de personnes sur Mars, oui, avec des vrais modules déjà construits. Donc Elon Musk, il est parti de sites web, de PayPal, etc.,
pour commencer à aller déjà en orbite, proposer d'aller dans les étoiles. Donc, sky is the limit pour l'invention. Il suffit simplement de bien s'organiser et on peut avoir des business plans aussi audacieux que cela. Donc voilà, je vous remercie et il me reste 25 secondes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Merci beaucoup, Maxime. Alors, si vous avez des questions, allez-y. On a encore un tout petit peu de temps. On est à 5 minutes de retard, mais ça va. Est-ce que j'en ai sur le système? Alors, je reçois les questions du premier speaker. Bon, dommage. Donc, on va abandonner cette application. Et vous pouvez poser vos questions directement si vous en avez tout de suite. Une question? Luc, une question. Alors, si nous sommes des bêta-testeurs à l'échelle de l'histoire humaine, comment assurer l'accélération des transformations dont nous sommes précurseurs? Comment assurer l'accélération? Le mouvement paraît déjà très rapide. Alors, peut-être l'accélérer, c'est une chose, ou l'orienter, c'en est une autre. Moi, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut plutôt jouer avec le flux pour faire en sorte de ne pas le prendre de plein fouet, mais de l'orienter de manière utile pour soi. Mais j'ai pas... L'accélération, en fait, c'est déjà en cours. L'accélération, en fait, en stratégie, l'accélération, c'est aussi un moyen de réaction plus rapide. Donc, il s'agit de s'accélérer soi-même sans accélérer l'adversaire, de manière à l'entourer complètement. Enfin, c'est le principe un petit peu... bref, c'est un principe plutôt d'inspiration asiatique. Donc, du coup, si on accélère tout uniformément, on ne bénéficiera pas de cette accélération. Donc, je ne sais pas. C'est complexe, mais donc c'est possible. Les entreprises et les institutions pourraient justement focaliser sur s'accélérer eux-mêmes. C'est une excellente suggestion. Voilà. Par contre, il faut aussi des freins. Sinon, on peut partir... par exemple, si les biohackers commencent à créer des maladies dans le garage parce que c'est rigolo, bon, voilà, les maladies dans le garage, si elles se disséminent comme une bonne maladie, ça peut être vraiment très dangereux. Donc, il faut certains freins, évidemment. Dans le nucléaire, dans le bactériologique, même en robotique, il s'agit quand même de faire un peu attention pour ne pas se retrouver avec des terminateurs aux quatre coins de la rue, etc., quand même. On a une question au fond. Je te prends après, Mathieu. Oui, bonjour. Très intéressante présentation, je dirais, de l'anthropologie du knowledge, si je peux me permettre de faire un peu de franglais. Mais bon, juste un commentaire. Vous avez mis comme inventeur du pacemaker une autre personne que je ne connaissais pas, mais normalement c'est Jorge Reynolds, un Colombien, dont j'ai eu l'occasion de le connaître. C'est vrai que lui, il a fait un pacemaker externe avec un chariot et une batterie de voiture. Mais quand même, c'était le premier aussi. Alors, mais ça, c'est pour vous faire aussi tous réfléchir, entrepreneurs, start-upers, biopunks. Et comme a dit tout à l'heure Stéphane, il faut penser globalement. On a l'impression que les innovations viennent des États-Unis, des Silicon Valley, le monde occidental plutôt. Mais aussi, les innovations et les marchés sont aussi dans le tiers-monde. Mais l'Asie commence à quand même devenir significatif, enfin plus que significatif. Mais c'est vrai que pour cette question du pacemaker implanté, oui, je l'ai dit le pacemaker au sens implanté, puisque bien sûr la régulation du rythme cardiaque pouvait se faire par des outils externes. Mais là, c'était le côté interne que j'ai peut-être pas assez souligné. Mais effectivement, c'est bon de le dire. Merci. Il faut quand même qu'on stoppe. On fait 15 minutes de pause. Vous pouvez en discuter dehors. Les speakers sont accessibles. Voilà, on se retrouve à 11h55, oui c'est ça, 10h55 pardon, pour les deux autres speakers et la start-up. Merci à tous.